Bonjour, alors là ce matin je reçois un mail dans ma boîte de mon ami Jérôme qui me propose un exercice qu'il a vu sur le site lesmathématiques.net qui a été posté par Papus. Un nom d'emprunt certainement, mais en tout cas ça veut dire que c'est de la géométrie. Et là c'est de la géométrie du triangle, c'est sur les coordonnées barycentriques dans un triangle, un thème qui nous a donné beaucoup de joie. Je l'ai trouvé merveilleux cet exercice, assez inattendu tout de même, il faut bien reconnaître, et j'ai trouvé une solution, mais j'en suis pas extrêmement satisfait. Tout de même, c'est quand même une solution relativement élégante, sauf sur la fin où il y a un petit calcul. Donc si quelqu'un avait une solution, pas plus par exemple, s'il avait une solution à proposer, plus géométrique, plus convaincante, je suis preneur. En tout cas, je voudrais le partager avec vous parce que je le trouve vraiment absolument séduisant. Vous prenez un triangle, voilà, un triangle, hein, non dégénéré, vous donc ABC, avec A', B', C', le triangle des milieux des côtés, ici, donc vous avez le milieu A' de BC, etc. Et donc vous avez ce triangle ici, donc ça c'est un triangle que je vais appeler T, et la T'. Et je vais regarder l'application FT, qui va du plan vers lui-même. Pour l'instant, bon, c'est du plan affine, hein, qui à x, y, z donne x2, y2, z2. Alors ce sont les coordonnées barycentriques dans le repère A, B, C. Ce qui veut dire que, en gros, à un point du plan, on peut le voir comme le barycentre de AX, BY, CZ. On lui associe le barycentre de AX2, BY2, CZ2. Bon, alors bien sûr, est-ce que c'est bien défini? Ben oui, parce que c'est homogène ici, hein. Si je remplace x, y, z par lambda x, lambda y, lambda z, eh bien j'ai bien quelque chose d'homogène ici. Donc bon, c'est bien défini. Voilà, donc pour l'instant, on a une application bien définie. Ici, comme x, y, z sont des réels, là ici on a des réels positifs. Ça veut dire que l'application, on voit le plan à l'intérieur du triangle, hein, d'accord. Bon. La question est la suivante, il faut trouver ft de t'. Donc quelle est l'image de t' par cette application ft qui est définie par ce triangle? Voilà. Alors je vais vous donner, pour l'instant, je vous laisse réfléchir, ensuite je donne une indication, peut-être une deuxième indication, et ensuite la solution. Eh bien oui, c'est l'ellipse de Steiner du triangle T. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ellipse de Steiner d'un triangle, on en a parlé à maintes reprises sur cette chaîne. Il s'agit de l'ellipse tritangente aux côtés du triangle, passant par A', B' et C', donc les milieux des côtés. Bon, le dessin n'est pas très joli, mais ça donne une idée, hein, vous voyez, ici, c'est une ellipse. Elle passe par A', B', C', et elle est tangente ici, là et là. En fait, on ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi lisse, hein, parce qu'on était parti d'un triangle, mais oui, parce qu'on sait bien que la racine carrée, hein, ça peut transformer quelque chose de lisse en quelque chose de pas lisse, puisque c'est pas dérivable en zéro. Donc vous voyez, dans ces points-là, effectivement, on peut imaginer que les choses deviennent pointues, hein. Alors maintenant, je vous laisse montrer que c'est une ellipse de Steiner. Et je ne vais pas vous donner tout de suite la solution, la prochaine étape, je vous donne une indication. Pour moi, hein, l'idée principale de la solution, c'est qu'on peut se ramener par un élément du groupe affine, que je vais appeler petit g, à notre triangle préféré. Alors pourquoi? Tout est ce qu'on appelle équivariant dans ce problème pour le groupe affine. Regardez quels sont les invariants du problème. C'est ça qui est intéressant dans certains problèmes de géométrie, de les regarder avec l'œil du groupiste, c'est-à-dire quel est le groupe qui agit
hein, sur ce problème et qui rend invariant ce problème pour pouvoir me ramener à une situation intéressante où les choses sont un peu plus illuminantes. Bien. Là d'abord, l'ellipse de Steiner, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver hein, dans Carnet de voyage en algébrie. L'ellipse de Steiner, ou dans H2G2 aussi, l'ellipse de Steiner, effectivement, elle a ce côté équivariant pour GA. Dans le sens que si je regarde l'ellipse de Steiner du triangle T et que je transforme cette ellipse-là, ET, l'ellipse de Steiner pour T, par un élément du groupe affine petit g, eh bien j'obtiens exactement l'ellipse de Steiner pour G de T. Alors, pourquoi? Parce que je sais que je vais obtenir une ellipse, parce que l'image d'une ellipse par un élément du groupe affine, c'est une ellipse, parce que c'est une conique compacte, d'accord? Un élément du groupe affine, il va transformer un objet de degré 2 en un objet de degré 2, hein, donc ça va être une conique et qui est compacte, donc ça conserve la compacité, hein, donc ça va être une ellipse. Ensuite, comme G va transformer le triangle T en G de T, il va transformer A, B, C en G de A, G de B, G de C, et comme il y a conservation des barycentres, eh bien il va laisser fixes les milieux. Donc déjà, l'image de l'ellipse, ça va être une ellipse qui va passer par les milieux des côtés du triangle image. Bon, ensuite, G appartenant à G de A, c'est un difféomorphisme, donc il conserve la tangente. Alors donc, la tangente de l'ellipse image, ça va être l'image par la différentielle de la tangente hein, de départ. Et la tangente de départ, c'est le côté, bien sûr, tous les côtés du triangle sont transformés en les côtés du triangle de G de T. Donc vous voyez bien que l'ellipse de Steiner, elle est globalement conservée, dans le sens que G de ET, c'est E de G de T. Je vous rappelle au passage que l'ellipse de Steiner est unique, hein, c'est pour ça qu'on dit l'ellipse de Steiner. Bien, alors maintenant il y a une autre équivariance, c'est celle apportée par la fonction hein, f indice t, c'est-à-dire que quand on regarde ce petit schéma-là, je prends le barycentre de AX, BY, CZ et je le transforme par G qui est dans le groupe affine. Donc comme G est dans le groupe affine, il va transformer ce barycentre en le barycentre de G de AX, G de BY, G de CZ. C'est la conservation du barycentre, bon, bien connu. Maintenant, F de T va transformer ici ce barycentre en celui-ci. C'est ça, c'est sa définition. Et F de G de T va transformer ce barycentre en celui-ci. C'est aussi sa définition. Alors, vous remarquerez au passage que je n'ai pas appelé F, je l'ai appelé FT, je ne l'ai pas appelé FABC, parce qu'en fait, je peux permuter le barycentre, c'est stable par permutation. Donc, en fait, F ne dépend que du triangle et non pas du triangle ordonné, en quelque sorte. Hein. Bon, ça, c'est un détail. Hein. Mais, en tout cas, on voit avec ce petit schéma que quand on passe par G puis FGT, c'est pareil que quand on passe par FT et G. Résultat des courses. Si j'arrive à montrer pour un triangle, G de T, que le résultat est vrai, c'est-à-dire f indice G de T de G de T', donc l'image ici de ce triangle, lui aussi c'est équivariant, c'est une évidence, de G de T' est égal à l'ellipse de Steiner de G de T, voilà, alors, regardez, là j'ai f indice G de T rond G, donc c'est ça, mais c'est égal à ça, d'accord, voilà, donc ça fait G de ft, ici, de T' est égal à l'ellipse de Steiner de G de T, c'est-à-dire G de l'ellipse de Steiner de T. Donc je peux simplifier par G et j'aurai mon résultat, hein, le résultat que je veux, c'est-à-dire que l'image par F de T', c'est l'ellipse de Steiner de T. Donc ça veut dire que, 1, pour le groupiste, l'histoire est terminée, il a fait son boulot, le bonheur est terminé aussi. Pour le géomètre, le bonheur commence, puisqu'il va pouvoir travailler sur son triangle préféré.
Et 3 pour le géomètre groupiste, et ben c'est que du bonheur cet exercice. Alors, voilà mon triangle préféré. Il est dans le plan complexe avec un J, J2, on va dire que c'est un triangle de forme normale pour moi. Et son ellipse de Steiner, puisqu'elle est unique, ça ne peut être que le cercle inscrit au triangle. Effectivement, il passe par les milieux des côtés et il est tritangent. Et c'est une ellipse, évidemment, puisque c'est un cercle. Bien, eh bien, on va montrer que le petit triangle ici, d'accord, va avoir pour image ce cercle-là, ce cercle inscrit, mais en fait, si j'arrive à montrer que ce côté va aller sur cette portion du cercle, ben encore par équivariance, en faisant tourner grâce à une rotation, hein, et d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, je vais avoir cette partie-là qui ira sur cette partie-là, etc., etc., et j'aurai tout le cercle. Donc il suffit de montrer que l'image de ce segment, c'est cette portion de cercle. Ben oui, qu'est-ce que c'est que ce segment? Ben ici, j'ai le milieu de 1 et de j, donc c'est 1 plus j sur 2. Là, c'est 1 plus j2 sur 2. Je regarde le segment, je le paramétrise par t entre 0 et 1, donc j'ai t et 1 moins t là. Bon, donc je l'écris et je vois apparaître un barycentre avec des coordonnées barycentriques. Bon, je multiplie par 2 parce que bon, c'est homogène, hein. Donc en fait, mon point courant, hein, pour un certain t ici va être le barycentre de 1, 1, jt et j2, 1 moins t. Donc l'image par f de mon triangle ici, qui maintenant est celui-ci, c'est le barycentre de 1, 1, jt2, ben, 1 il est devenu 1 au carré, hein, bien sûr, jt2 et j2, 1 moins t carré. Donc dans un premier temps, je montre que ft du segment, il est inclus dans le cercle. Ben oui, il suffit, puisque c'est le cercle, vous voyez, il passe par moins 1,5, hein, le milieu de JJ2, donc c'est le cercle de rayon 1,5 et centré évidemment en haut. Donc il suffit de montrer que le module, hein, de ce barycentre, il est égal à 1,5. Donc ben oui, bah, mais là, c'est un calcul. Ça, bon, faites-le. Bon, c'est pas, il n'y a rien d'illuminant à ce calcul-là, mais on fait un calcul et de façon extraordinaire, on tombe sur 1,5. Voilà. Donc bon, on n'est pas là pour détailler les calculs, surtout avec un petit tableau comme ça, mais bon, on comprend que si on fait le calcul, on tombe là-dessus. Bien. Alors maintenant, on vérifie que pour t égale 0, ben, on a ici t égale 0, c'est ce point-là. D'accord, pour t égale 0, et l'image, ben, c'est le même point. D'accord, c'est facile de voir. Pour t égale 0, ça veut dire que c'est le barycentre 1, 0, 1. Ben, on va avoir encore le barycentre 1, 0, 1. Voilà. Et ce point n'est atteint que pour lui. C'est assez facile de le voir. Bon, pareil pour t égale 1, on va avoir ce point. D'accord ? Et pour t maintenant égale 1,5, on va avoir pour t égale 1,5, quand on remplace t par 1,5 ici, on va avoir le point ici, hein, ça va être le point 1 quart. Et 1 quart, on voit qu'il va aller vers le barycentre de 1, 1, J 1 quart et J2 1 quart, et ce qui nous donne 1,5 après calcul. Donc on voit que ces trois points vont aller vers ces trois points-là. On va avoir une courbe continue qui va aller de ce point-là vers ce point-là et qui va passer par ça. Donc ça aurait pu être de l'autre côté. Donc on voit bien sûr que l'image par continuité, ça va être exactement l'arc de cercle. Et c'est ce qu'on a dit, après, par rotation, on obtient les autres arcs. Ce qui va faire que pour notre triangle particulier, on va bien avoir l'ellipse de Steiner du triangle. Et donc pour tout triangle, par G-équivariance, par équivariance par le groupe affine, on va aussi avoir l'ellipse de Steiner du triangle. Voilà, donc merci à Jérôme de m'avoir indiqué cet exercice. Merci à Papus de l'avoir partagé. Et puis de toute façon, voilà, si vous avez des beaux exercices, partagez-les. Et si vous avez une solution géométrique
pour cette chose-là, parce que je suis un petit peu frustré d'avoir fait ce calcul-là. Vous pouvez le faire, vous tombez sur un polynôme de degré 4 et un polynôme de degré 4 et qui se simplifie. Et ça, c'est un petit peu le miracle, et on sent qu'il y a Pythagore derrière, mais bon, je ne l'ai pas fait géométriquement. J'ai pas vu comment ça se faisait. Bon, voilà, si quelqu'un a une idée, qui nous l'indique. Merci et à bientôt.